L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Capitaine, s'il vous plaît, pourriez-vous nous donner votre avis sur l'affaire en cours ? Washington DC, capitale du plus puissant pays du monde. Nous sommes au cœur du réacteur, dans l'une des plus grandes salles du Pentagone. La presse de toute la nation s'est réunie. Depuis plusieurs minutes, le concert de crépitement des flashs est tel que les personnes présentes en sont abasourdies. Épaulettes et médailles se croisent dans un défilé ahurissant. Au milieu de l'estrade, le nez au-dessus des micros du pupitre drapé du logo de l'Air Force, le capitaine Ruppelt, 30 ans, dénote de ses supérieurs par son sourire et son charisme. Une mèche à la Elvis Presley, des breloques témoignant de la Deuxième Guerre mondiale dans les bombardiers américains. Tout pousse à considérer l'homme avec sympathie. Mais si ce matin, il est la star, ce n'est en rien grâce à sa stature athlétique ou pour ses actes de bravoure passés, non. Non, l'officier est le leader d'un programme unique, dont tout le pays parle depuis des mois. Le projet Blue Book. Aujourd'hui, le job du capitaine Ruppelt va être d'expliquer l'inexplicable. La capitale des États-Unis a été survolée par des soucoupes volantes. Enfin, du moins, c'est ce que pense l'opinion. Nous sommes le 29 juillet 1952. L'officier s'éclaircit la voix et rassemble ses idées. Il est à peine plus de 11 heures et c'est l'heure H de mon histoire. Je vous remercie de votre question. L'étude des phénomènes inexpliqués est toujours en cours, mais une première tendance se dégage. La communication du capitaine est rodée, pesée au mot près. Les États-Unis sont devenus un terreau fertile à la moindre explosion. Les pincettes, donc, sont de mise dans cette affaire sensible. La fin de la Seconde Guerre mondiale n'a en rien permis d'apaiser le climat ambiant qui pèse sur le territoire national. Avec l'arrivée dans le jeu des quis de la question du nucléaire, la course à l'armement avec l'URSS dans un contexte incertain d'une guerre froide en expansion, la question de la ségrégation raciale qui divise les États du Sud, il ne manque qu'une étincelle pour que la société américaine s'embrase. Dans cette spirale infernale et continue de sinistrose, la multiplication des témoignages sur les ovnis interpelle et s'ajoute au reste et interroge. Sur le bureau du capitaine Ruppelt, une bonne dizaine de dossiers est arrivé depuis sa prise de fonction, en juillet 1952. L'un d'entre eux, tout particulièrement, pourrait bien mettre le feu aux poudres. Celui de l'affaire dite des carousels de Washington. Il faut dire que c'est la capitale fédérale de la nation qui est ciblée depuis quelques jours par des apparitions inconnues. Le tout au cœur d'une année qui a vu se démultiplier les témoignages sur d'étranges phénomènes lumineux ou de vaisseaux non identifiés dans tout le pays. Ouais, face aux journalistes, Ruppelt a du pain sur la planche. Pris entre deux feux, il doit sans cesse jouer des coudes pour faire entendre sa voix sans jamais se mettre en porte-à-faux. Mission difficile, travail remarquable. D'un côté, il fait face à ses supérieurs qui sont très attentifs au fait de ne pas financer un programme jugé pro-OVNI, et puis de l'autre, il y a l'opinion qui commence à sérieusement se poser des questions sur une menace extraterrestre. Sans cesse, celui qui doit prouver, c'est lui. La première des demandes dégradées est celle de trouver une explication rationnelle au phénomène, et de glisser, sans trop le montrer, les affaires sensibles sous le tapis. La sécurité nationale est en jeu avec ces affaires d'engins volants non identifiés. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'embrasement de la société. Et c'est pas une mince affaire dans ce contexte incertain. Les yeux posés sur lui, par derrière ses épaules, le capitaine Ruppelt les sent, y a pas à dire. Ce sont ceux des généraux, des colonels, des grosses têtes de l'Air Force, qui, plus encore que la presse, sont suspendus à ses lèvres. Ils attendent la moindre incartade pour le clouer au pilori. Il faut dire que sa première réponse, qui visait certainement à noyer un peu le poisson, n'a pas convaincu les plus mordants des journalistes. Ces derniers sont venus en masse. Ils exigent des réponses claires. C'est bien simple. C'est la plus grosse conférence de presse organisée par le Pentagone depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Pas le droit à l'erreur, donc. La pression continue, lourde. Écrase les épaules de l'officier en charge du projet Blue Book. Un journaliste se lève et lui adresse la question suivante. « Capitaine, Jack Jones du Washington Post, comment pouvez-vous expliquer la captation des engins volants sur les écrans radars le soir du 19 juillet ?» Cette fois, Ruppelt a une boule qui se forme dans la gorge. Tout n'est pas clair dans cette affaire et il le sait. Mais il n'a pas le choix. Il doit tenir le cap. Par 2 fois en une semaine, une multitude de témoins a constaté la présence d'une petite dizaine de boules lumineuses émaillant le ciel de la capitale des États-Unis. Ce qui a rendu cette observation particulièrement alarmante est le fait que les contrôleurs aériens de l'aéroport, effectivement, ont vu apparaître et clignoter sur leurs appareils des présences non identifiables. Il n'en a pas fallu plus pour que l'opinion se penche sur l'affaire, avec questionnement et inquiétude. Mais le capitaine ne vient pas face aux journalistes les mains vides. Les scientifiques du programme ont émis une première hypothèse, sur base de calculs et de démonstrations. Reste à convaincre le public, et à surmonter le doute qu'il ressent lui-même au fond de la poitrine. Ruppelt se lance. Nos équipes ont émis la possibilité que le phénomène observé soit météorologique. Les témoins ont en réalité assisté à un effet mirage dû à une inversion de température dans le ciel. En fixant la moue du journaliste, qui note sa réponse sur son calepin, le capitaine n'est pas dupe. Il n'a pas dû persuader grand monde. Mais l'homme de presse ne relance pas. Non, il laisse couler. Ruppelt pense qu'il peut souffler, jusqu'au moment où, dans le fond de la salle, une main se lève. Debout, appuyé contre la fenêtre, une cigarette au coin des lèvres, un journaliste attend de pouvoir prendre la parole. Ruppelt le connaît. Il bosse pour un journal local du côté de Roswell, là où des engins spatiaux se seraient écrasés, il y a plusieurs années de cela. Oh, ce gars-là, c'est un coriace. L'officier prend une grande respiration, qui ne passe pas inaperçue dans l'assistance, juste avant que le journaliste prononce les mots suivants. « Capitaine, vous nous parlez de phénomènes météo, mais que faites-vous dans ce cas du témoignage du pilote de ligne? Quid de la photo des lumières passant à basse altitude au-dessus du Capitole? La météo est-elle capable de provoquer des hallucinations et des flashs lumineux ?» Les mains de l'officier se crispent sur le pupitre. Il est en difficulté. Quelques dizaines de minutes plus tard, la conférence est terminée. Les crépitements se sont tus et les journalistes, pour la plupart, ont déjà remballé leurs affaires. Ruppelt s'est sorti du piège tendu par le sceptique, venu de Roswell en noyant le poisson, stipulant que les investigations sont en cours. Non, cela n'a convaincu personne, ni ses supérieurs, ni les représentants des journaux. C'est pas étonnant. Les choses ne sont pas si claires. Effectivement, un pilote de l'aviation civile, le lendemain des premières apparitions, a témoigné avoir distinctement aperçu dans le ciel des engins argentés et volant en formation. La coïncidence est pour le moins bizarre, vous en conviendrez. Et puis, il y a cette histoire de photo soulevée par le journaliste. Au-dessus du Capitole, la première nuit des apparitions, des formes inconnues et lumineuses ont été captées. Elles rappellent effectivement des soucoupes volantes. Les experts en photographie de l'armée ont beau soutenir qu'il s'agissait de reflets des lampadaires environnants, l'explication paraît bancale pour une bonne partie de l'opinion. Les regards noirs de ses supérieurs suffisent au capitaine Ruppelt pour comprendre qu'il n'a pas été au niveau attendu. Pourtant, il a fait de son mieux. Être placé entre le marteau et l'enclume est l'une des positions les plus intenables. Et puis, s'il a été choisi pour gérer le programme Blue Book, c'est pour ses qualités de gestionnaire, pas pour ses talents de communicant. L'armée lui avait promis un soutien plus important, des moyens décuplés. Résultat, le projet est composé de 10 personnes, certes très compétentes, mais bien insuffisantes face au flot interrompu de dossiers qui leur parviennent. Ruppelt regroupe ses notes, regarde sa montre. Son avion l'attend. Il salue les individus, toujours présents dans l'immense salle qui se vide. Il presse le pas. Lorsqu'au milieu du couloir, il est rattrapé par un homme qu'il connaît bien. C'est un général du Pentagone. Officiellement,
Il ne fait pas partie des équipes dirigeantes des programmes OVNI. Officieusement, ses yeux sont partout. Ce dernier lui lance. « Capitaine, nous attendons mieux de votre part. » Ruppelt, qui n'a qu'une envie, exploser. Comment un homme, qui n'est qu'un haut gradé de bureaucratie, ose-t-il lui mettre une telle pression ? Évidemment, le capitaine ne peut se permettre de dire quoi que ce soit, bien sûr. Il se contente d'un salut martial, feignant une marque de respect envers son supérieur. Dans un sourire crispé, le gradé lui répond, mais il ne s'arrête pas là. « Souvenez-vous du programme Cygne, capitaine. Vous pourriez bientôt subir le même sort. » Ruppelt ne répond pas et tourne les talons. L'intimidation sur lui, ça ne fonctionne pas. Pourtant, sur le chemin du retour, il ne peut s'empêcher de repenser à l'avertissement. Cygne, le fameux projet enterré sans cérémonial ni regret. Celui dans lequel des hommes ont perdu les clés de leur carrière, flingués par une certitude inavouable, celle que les ovnis existent. Avait-il tort ? Peut-être pas. Notre histoire commence quelques mois plus tôt. Nous sommes le 12 avril 1952. Au sein de la Wright-Patterson Air Force Base, un officier de l'armée de l'air s'avance. Il s'appelle Ruppelt. Et aujourd'hui, il entre en fonction à la tête du projet Blue Book. Ses instructions, reçues la veille, ont été claires. Il doit se rendre chez le commandant de la base afin de rencontrer une partie de ses subordonnés et de prendre possession de ses locaux. La principale base de l'armée de l'air dans l'Iowa est un agglomérat des plus impressionnants. Des pistes, des hangars et surtout des avions extraordinaires. Ancien combattant dans les bombardiers B-17, sur les théâtres d'opération de la dernière guerre, le capitaine Ruppelt est comme un poisson dans l'eau, sourire carnassier sur le visage. Il attend avec impatience sa prise de fonction. Si ses services, comme ceux du défunt programme Cygne, dépendent de la base de Wright-Patterson, alors cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Il va être considéré à sa juste valeur. D'ailleurs, afin d'être plus efficace que les précédents programmes OVNI, Ruppelt a réfléchi à une toute nouvelle organisation. Chacun des membres de ses équipes se verra assigner un département. Il y aura une cellule de liaison directe avec les autorités centrales, une autre visant à enquêter sur les affaires, une qui les étudiera en amont et enfin, non des moindres, une portion de scientifiques venus du civil pour encadrer les différentes découvertes. Le jeune capitaine est sûr de son coup. C'est un gestionnaire hors pair. Il sait ce qu'il fait mieux que quiconque et il fera tout pour prouver sa valeur. Oh, il va pourtant déchanter. Lorsqu'il se présente face au secrétariat du commandant de la base, personne ne semble au courant de sa venue. Pire, lorsqu'il rencontre le général, dont il va dépendre directement, l'homme ne semble pas emballé par ce nouveau projet. Ensuite, le général lui présente son bureau. Un espace petit, miteux dans les traces d'humidité sur les murs, témoigne de l'intérêt qu'on lui a porté. Puis, il rencontre les membres de son équipe. Il ne se laisse pas abattre. Il va se faire un café et se rend compte que même l'appareil qu'on a mis à sa disposition ne fonctionne pas. Oh, il y a de quoi s'arracher les cheveux, mais le capitaine ne bronche pas. C'est sa grande force, la résilience. Cette déconvenue s'explique pour une raison principale. Blue Book arrive sur un terrain miné par d'autres projets dont il hérite aussi. Ruppelt va devoir se montrer persuasif pour s'imposer. Sinon, il pourrait bien faire tomber le programme qu'il dirige dans les limbes de l'oubli. L'Air Force se retrouve en réalité confronté à ses premiers rapports concernant des ovnis dès la sortie du deuxième conflit mondial. Évidemment, les figures de proue que sont le témoignage d'Arnold en juin, puis la mystérieuse affaire Roswell en juillet, sont au cœur des préoccupations, et dans l'armée, et dans l'opinion. Oh, cela peut se comprendre. Arnold est le premier à notifier la présence de soucoupes volantes dans le ciel américain. Et quelques jours plus tard, des débris étranges sont retrouvés dans un ranch du Nouveau-Mexique. Interpellant, évidemment. Mais c'est pas tout. D'autres histoires similaires vont se multiplier durant les 2 années qui suivent, forçant l'Air Force à agir.
Et pour cause. Des engins inconnus qui survolent l'espace aérien national dans un climat de tension internationale, c'est ce qu'on appelle un sujet de préoccupation nationale. C'est dans ce contexte que l'armée américaine décide la création d'un programme d'enquête en 1948 chargé d'analyser les nombreux témoignages reçus. Signe, c'est son nom, est un vaste chantier lancé par le gouvernement dans l'espoir d'expliquer de manière rationnelle et apaisée ce qu'il se passe dans le ciel américain. Le QG du projet est installé dans l'Ohio, dans l'une des plus grandes bases militaires de l'État. La communication de l'Air Force à ce sujet est bien rodée. Officiellement, classé secret défense, le programme Cygne a pourtant rapidement fuité dans les médias. Une façon de faire comprendre à l'opinion que la question des engins volants non identifiés est prise très au sérieux. Le parti pris de l'armée est alors très clair. Faire travailler ensemble des profils militaires et des scientifiques de haute volée, astronomes, ingénieurs en aéronautique, etc. Bref, des têtes pensantes capables de mettre en place une synergie forte et affirmée. Mais Cygne ne va pas avoir l'occasion de vivre très longtemps. Il va même être tué dans l'œuf. En cause, une affaire des plus particulières, celle impliquant le capitaine Thomas Mantell. Ce pilote de l'Air Force dans le Kentucky a pris en chasse, en janvier 1948, un objet volant non identifié que ses derniers contacts radio présentent comme immense, plus de 170 mètres de circonférence. Il a été remarqué par le pilote comme volant très haut dans le ciel et très rapide, à une vitesse de plus de 650 km/h. Mantell a disparu des radars. On retrouvera les résidus de son appareil étalés sur plusieurs kilomètres. Le capitaine est mort et l'enquête officielle est confiée aussi bien à l'armée qu'à Cygne, qui vient d'être créée. D'après les témoignages reçus, tout porte à croire que la forme aperçue par de nombreuses personnes cet après-midi-là était un engin particulier. Pourtant, l'enquête officielle va en décevoir plus d'un. L'Air Force avance d'abord que c'est la planète Vénus qui a été vue par les pilotes, avant d'expliquer qu'un ballon-sonde se trouvait dans la zone au moment des faits. Les rapports officiels n'ont jamais convaincu une partie de l'opinion, incapable de croire qu'un ballon-sonde pouvait distancer un appareil de chasse de l'armée américaine. Et certains experts de Cygne, réfutant la thèse officielle, ont laissé planer le doute. Cet imbroglio autour de l'affaire Mantell se répète à plusieurs reprises au cours de l'année 1948 et la sanction est sans appel. Les équipes de Cygne sont remerciées. Le programme est clôturé, remplacé par le projet Grudge en février 1949 et au sein duquel les membres sont triés sur le volet. Pour y entrer, un postulat: ne pas croire à l'existence des ovnis. Bon, évidemment, cela donne le ton pour cette nouvelle initiative gouvernementale dont on peut questionner l'utilité. Quoi qu'il en soit, Grudge va durer 3 ans et étudier de nombreuses affaires de manière beaucoup plus secrète que le précédent programme. Seules certaines conclusions sont divulguées au public, avec chaque fois le même point d'honneur à rationaliser les affaires passant sous son contrôle. Le programme va donc très rapidement perdre en crédibilité dans une partie de l'opinion, persuadée d'avoir affaire à une assemblée partiale. Il faut dire que cela semble assez clairement exprimé. Contrairement aux enquêtes menées par Cygne, ce coup-ci, le doute n'est pas permis. À chaque fois, les témoins se seraient trompés. Grudge ne s'occupe pas non plus des cas les plus sensibles, les laissant sur le côté ou ne communiquant pas dessus. Ni mesure, ni questionnement. Les ovnis n'existent pas et les scientifiques du projet sont là pour le démontrer à qui pourrait bien en douter. Dans plusieurs cas de figure, les équipes de Grudge n'hésitent pas à clôturer leurs investigations en évoquant des canulars orchestrés par les témoins. Devant certains tollés provoqués par ces conclusions pour le moins tranchées, l'Air Force n'a d'autre choix que de mettre en sommeil quelque temps le programme, à la fin de l'année 1950. Il ne reprendra jamais vraiment du poil de la bête, puisque l'armée et le gouvernement décident de relancer une nouvelle phase de la question OVNI en officialisant la naissance du projet Blue Book,
qui sera donc lancé en avril 1952. Le capitaine Ruppelt, à la barre, n'hésite pas à rappeler auprès de lui certains chercheurs du défunt Cygne, notamment Jay Hineck, qui devient le conseiller scientifique du nouveau projet. Professeur de l'Université de l'Ohio, ce dernier est une figure importante de l'astronomie aux États-Unis. Son caractère, calme, mesuré, tout autant que ses aptitudes, en font une caution scientifique redoutable. Lorsque le gouvernement entérine son existence, le programme Blue Book dispose d'une mission claire, recenser et lister toutes les apparitions aériennes pouvant être qualifiées de suspectes. Leur champ d'action est hélas réduit. Les moyens dont ils disposent, comme on a pu le voir, sont pour le moins restreints et témoignent de l'importance qu'on veut bien leur donner. L'intention est louable, assurément, et la petite équipe se met au travail, avec des effectifs réduits. Impossible pour les membres du projet de se rendre sur tous les terrains. Mais lors des manifestations de grande ampleur, un représentant est toujours envoyé sur place pour être directement au contact des témoins et des zones sensibles. Ruppelt mène un travail de fond, bien aidé par d'autres fortes têtes, comme le major Quintanilla. Ce dernier, d'ailleurs, ne s'y trompe pas. Dans une interview donnée peu après la création du projet, il explique les objectifs qui lui ont été assignés. Et Blue Book en a deux. En premier lieu, identifier si les ovnis peuvent devenir des menaces pour la sécurité des États-Unis. Deuxièmement, les équipes doivent retirer de ces apparitions toute avancée technologique potentielle. Si les membres du projet apparaissent à l'écran de manière régulière, c'est pas pour rien. Blue Book a la fonction d'être un organe de représentation de l'État sur un plan de communication, ce qui implique, indubitablement, de faire de la politique. Les tensions subies par le programme ne sont d'ailleurs pas étrangères à ce dernier point. L'Air Force change donc de logique. L'idée n'est plus de rejeter à tout prix l'existence des ovnis. Dorénavant, le mantra martelé est celui de la protection du pays face à cette éventuelle menace. Ce qui signifie, assurément, que la porte sur une éventuelle existence de ces appareils est ouverte. Ainsi débute l'aventure Blue Book. Au plus fort de la crise des signalements et des apparitions célestes inexpliquées, la petite équipe ne va pas tarder à se retrouver en première ligne. Pour Ruppelt et les siens, la pression est à son comble. Et elle n'est pas près de retomber. Face aux impératifs qu'on lui impose, le capitaine risque bien de jouer gros, très gros même. Sera-t-il en mesure de mener à bien la barque du programme, malgré le mécontentement de certains de ses supérieurs et le besoin pour l'opinion de savoir ce qu'il se passe dans le ciel américain? Le doute plane. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la lutte, elle, ne fait que commencer. Nous sommes au cœur de l'hiver 1952, dans le petit bureau du projet Blue Book. Sur la base militaire de White-Patterson, les exercices de pilotage vont bon train. À chaque passage des avions non loin, la table sur laquelle sont posés les dossiers en cours tremble comme une feuille. Le froid s'infiltre par les fenêtres aux joints abîmés. Et celles et ceux travaillant pour le programme commencent à perdre patience. Seul, ce matin-là, Ruppelt entre dans la pièce. Il fulmine. Il sort d'un énième entretien avec le commandant de la base. Voilà des semaines qu'il réclame la permission de pouvoir se rendre avec ses équipes dans l'Oklahoma afin d'enquêter sur une affaire d'apparition de soucoupe au-dessus d'une ferme. Chaque fois, la réponse était la même. Le programme dispose d'une enveloppe budgétaire et quand elle est vide, eh bien, elle est vide. Comment le capitaine peut-il mener à bien ses objectifs si derrière, personne ne lui octroie une enveloppe assez conséquente pour se rendre sur les lieux des affaires les plus sensibles? C'est à n'y rien comprendre. À force de se battre, le militaire en a plus qu'assez. Avec impatience, il attend la nouvelle année, les nouvelles affectations, les nouveaux budgets. Il veut rester en place, évidemment, mais pas à n'importe quel prix. Ce sera seulement le cas si on maintient la taille de son équipe et si on augmente de manière substantielle ses possibilités d'action. Ruppelt
tremblotant sous son manteau d'aviateur en peau de mouton, se sert une tasse de café. Il n'est pas optimiste, l'officier. Il n'est pas dupe non plus. Il sent bien que le vent, pour lui et pour ses équipes, est en train de tourner. Cette position officielle, qui voudrait que le gouvernement ait fondé Blue Book pour obtenir des réponses et avancer, il n'y croit plus. Il n'est que le clown sous la lumière d'un chapiteau dont les coulisses sont celles d'une tragédie. Non, le militaire n'est pas confiant. Et il commence à sérieusement envisager une éventualité qui mettrait certainement fin au programme. Claquer la porte. Ces tensions latentes entre Ruppelt et les hautes sphères dont il dépend vont croissant de mois en mois, tant et si bien que la situation devient rapidement intenable et ingérable. Au début de la 2e année du programme, alors même que l'Air Force maintient les objectifs à atteindre, Blue Book doit faire face à une réorganisation de son personnel et à une baisse structurelle de ses moyens. Pour le capitaine à la mèche rockabilly, c'en est trop. Il claque la porte, purement et simplement. Nous sommes alors en septembre 1953. D'aucuns pensent que le projet va être enterré et que le gouvernement, dans une énième pirouette, va changer son fusil d'épaule. Il n'en est rien. Dans le même temps, de son côté, Ruppelt se refuse à tomber dans l'oubli. Dès sa démission, il se lance dans l'écriture d'un livre intitulé « Les rapports sur des objets volants non identifiés » qui sort en 1955. Il y partage ses expériences les plus marquantes, en prenant soin de mettre en avant celles qui pourraient laisser planer le doute au sujet de l'existence d'engins extraterrestres. Rapidement, son ouvrage devient une des bibles de l'ufologie, tant il y développe également les changements drastiques de la politique américaine sur le sujet. Pour lui, c'est clair, l'Air Force veut étouffer les affaires pour que l'évidence ne se popularise pas. Les ovnis existent et, dans certains cas, il est impossible d'expliquer rationnellement leur présence. Cet ouvrage n'est-il qu'une volonté de mettre en avant son action, de jeter son fiel sur d'anciens employeurs avec lesquels il ne s'est jamais vraiment entendu? Peut-être. Il ne faut pas écarter cette piste. Mais les éléments ressortis de cet ouvrage, y compris sur des cas totalement inexplicables, appellent à la mesure. Il ne semble pas possible de rationaliser tout ce qu'il se passe dans les airs. En cela, le travail littéraire du capitaine Ruppelt est des plus intéressants. S'il pensait en tous les cas que ce projet lancé avec lui était voué à l'échec sans sa présence, il se trompait. L'armée ne tarde pas à annoncer son remplaçant, un autre capitaine du nom de Charles Hardin. L'homme devient célèbre puisque c'est sous son mandat qu'est rendu public un travail qui va faire l'effet d'une bombe, le rapport 14. Dans un immense mémorandum reprenant l'analyse et la comparaison entre plus de 3000 documents récoltés par l'Air Force entre 1952 et 1954, le rapport 14 se veut être l'étude qui tranche la question de l'existence des ovnis. Et sa conclusion va en interpeller plus d'un. En effet, il y est expressément noté que les engins d'origine extraterrestre ne peuvent pas exister. Et ce, malgré le fait de ne pas pouvoir systématiquement rationaliser les affaires. Et aussi malgré les témoignages qui se sont accumulés depuis des années. Pour les partisans des thèses ufologiques, ce rapport est un tissu de mensonges et une énième volonté de dissimuler la vérité. Si la volonté de l'Air Force était de calmer l'euphorie autour de la question des ovnis, c'est un coup d'épée dans l'eau. Au contraire, ils sont de plus en plus nombreux, les Américains et les Américaines, à se procurer à la vente le fameux rapport 14, et donc à disserter sur l'existence ou non de ces engins volants non identifiés. Pas de bol pour le gouvernement. Le débat ne fait que commencer. Plusieurs changements à la tête du programme confirment en tous les cas sa politique du secret, tout autant que la volonté de faire subsister Blue Book. En 1963, soit après une décennie d'existence, la direction du programme est confiée au major Quintanilla, déjà présent aux prémices avec Ruppelt. C'est sous ces directives que le projet va vivre une incroyable période de turbulence. Depuis le départ du capitaine Ruppelt, la synergie du projet s'est scindée.
deux équipes s'opposent. D'un côté, la plupart des militaires, bien souvent nommés au gré des mutations et suivant les directives de leur hiérarchie. De l'autre, le pôle comprenant les scientifiques, issus du monde civil et qui collaborent à Blue Book. Ces derniers, à la lumière de ce qu'ils ont pu vivre, au cœur d'enquêtes particulièrement étranges, se rangent pour la plupart du côté des ufologues. C'est notamment le cas de l'astronome Hynek, dont nous avons parlé précédemment. Il prend position de manière publique pour affirmer que selon lui, l'existence des extraterrestres et des ovnis ne fait plus aucun doute. Bon, évidemment, ces dissensions vont provoquer de graves remous pour la survie de Blue Book. Durant la décennie 1960, plusieurs fois, l'Air Force et le gouvernement hésitent à clore ce programme dont la direction n'est plus très claire et la parole désunie depuis longtemps. Seulement, mettre un terme à l'existence de Blue Book ne peut pas se faire comme cela. Pas après autant d'années d'existence, pas alors que l'opinion réclame des réponses. Les gouvernants vont devoir trouver un stratagème. Donc, vous pouvez leur faire confiance. C'est tout à fait dans leur corde. Nous sommes à la fin de l'été 1969. Au cœur de l'Université du Colorado, le docteur Edward Condon s'affaire. Ce spécialiste, reconnu en physique nucléaire, est l'un des cerveaux qui permit l'accroissement des connaissances autour de la physique quantique. Depuis plusieurs mois, tout son temps libre est consacré à la constitution d'un rapport immense de plusieurs centaines de pages commandé par le gouvernement américain. Le sujet ? Le docteur doit trancher de manière catégorique une interrogation qui pollue la société américaine depuis déjà bien trop longtemps. Les ovnis, et donc les extraterrestres. Existe-t-il ? Sa grosse monture de lunettes enfoncée sur le nez, le scientifique passe une dernière fois en revue ses arguments. Réunir les documents nécessaires, les analyser, les comparer aussi, toutes ces tâches ne lui ont pas rendu le travail facile. Il ne peut pas se tromper, et il le sait. Une fois les cas les plus marquants du programme Blue Book épluchés et les différents témoignages attentivement lus et analysés, il avait encore fallu se faire un avis et rédiger ce rapport. Évidemment, le docteur n'a pas pu monter un ouvrage aussi colossal tout seul. Des confrères et des consoeurs attachés à la rigueur scientifique ont participé à sa réalisation. Condon est un chercheur reconnu. Pour lui, seules les preuves tangibles sont des indicateurs qui peuvent permettre d'affirmer ou d'infirmer une hypothèse. De suspense donc, il n'y a pas eu. Pour lui, c'est clair. Les ovnis, ça n'existe pas. Dans le travail qu'il remet à l'administration, il va même plus loin. D'après lui, soit les témoins sont des menteurs, soit ils ont été victimes d'hallucinations ou ont interprété des phénomènes naturels. Publié de la même manière que le rapport 14 précédemment, le livre provoque un séisme bien naturel chez celles et ceux qui s'intéressent aux questions liées aux ovnis. La prise de position du docteur Condon et de ses équipes est si tranchée que le doute ne semble même plus permis. Le physicien, pourtant, enfonce encore un peu plus le clou lorsqu'il rédige dans sa préface que, selon lui, dépenser de l'argent dans ce type de recherche n'a aucun intérêt d'un point de vue scientifique. C'est cette petite phrase qui, à elle seule, va déclencher le tourbillon qui va suivre. L'administration et l'Air Force avaient besoin d'un prétexte pour enterrer Blue Book. Eh bien, le voici. Il leur est servi sur un plateau d'argent. C'est le 17 décembre 1969 que, dans un communiqué craint depuis longtemps par les défenseurs des thèses ufologiques, l'Air Force condamne officiellement le projet Blue Book et fait disparaître près de 20 ans de recherche et de thèses sur la présence d'apparitions d'ovnis sur le territoire américain. Est-ce la mort de tout un travail ? Non, pas tout à fait, non. Le programme peut tout de même se targuer d'avoir accumulé des éléments sur plus de 12 600 cas, tout en produisant des milliers de photographies, des centaines de témoignages audio et des heures de films. D'après les militaires à la tête de Blue Book, 3% des affaires restent inexpliquées. C'est peu, allez-vous me dire. Ouais, pas tant que ça. En réalité, cela concerne tout de même plus de 600 affaires. C'est loin d'être une paille, donc.
À la disparition du programme, l'ensemble de cette documentation finit dans les archives de l'armée. Longtemps, les ufologues et autres amateurs des questions extraterrestres ont voulu y accéder afin d'y trouver des preuves de la partialité des autorités. Mais les lois, aux États-Unis, sont des plus strictes à ce sujet. Ce n'est qu'en 2007 que le gouvernement les met en accès libre, directement sur Internet. Ce qui signifie que vous pouvez toujours les consulter librement aujourd'hui. Et puis tout récemment, à la fin de l'année 2020, le Congrès américain est entré dans la danse d'une bien surprenante manière. Les députés, poussés pour certains par un nombre croissant de citoyens concernés par le problème relatif aux ovnis, ont demandé aux entités gouvernementales l'élaboration d'un nouveau rapport actualisé. Ce fut chose faite à la fin du mois de juin 2021. La réaction de l'un des sénateurs, Marco Rubio, à la publication de l'étude, interroge depuis. Il y a des trucs qui volent dans notre espace aérien et nous ne savons pas ce que c'est. Ce ne sont pas les nôtres. Alors, où se cache la vérité? Bien malin celui ou celle qui pourra répondre à cette question insoluble et décidément bien complexe. Voilà pour cette histoire que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.